Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau concept. Vous pouvez voir que je ne suis pas chez moi et surtout je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de Chacaligno, Lucas et Romain. Comment ça va, messieurs? Ça, on n'est pas chez toi là. On n'est pas chez Je moi. me suis dit avec la tapisserie, on est dans un hôtel de... Oh, les Lémuriens de fou. J'ai un peu investi, il est vrai, j'ai acheté une maison. Aujourd'hui, nouveau concept, on va parler. On va débattre sur la Formule 1. Nous avons 4 hot takes sur la table que nous avons écrits et le but va être de convaincre les collègues que ton avis est un avis plausible. Je sens qu'on va se battre. J'ai déjà envie de taper des gens là, mais tout va bien. Hein. J'espère que ce format va vous plaire. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous, parce que je sais que vous n'êtes pas abonné et que vous n'avez pas activé la cloche, donc faites-le et mettez un j'aime, ça nous soutient énormément. Et on va tout de suite passer au premier hot takes. Regarde-moi. Il y a de la prod quand même, hein. Je sais pas qui a fait ça, mais c'est une belle prod, je trouve, les cartes et tout, lui c'est sympa. C'est moi, j'ai découpé. C'est lui qui a fait toutes les cartes, il a Ouais. tout fait. Oui, lui, il a tout fait, ouais. Grave cool la reconnaissance, sachant qu'on est en séminaire et qu'on est censé donner des trucs positifs sur chacun. J'observe que tu es frustré par la réflexion. Qui commence? Qui tire au sort? Qui veut être la main de Dieu et... De Dieu, carrément. Moi, je suis chaud d'y c'est ce aller. qu'on appelle ça. Tu veux Bah, prendre? Vous avez dit la main de Dieu, donc... Non, normalement, c'est la main innocente. Ah, la main innocente, pardon. Du coup, c'est pas Romain. Lucas, main Allez. innocente, prends un hot take et lis-nous ce hot take à haute voix. Il y en a qu'un. J'ai très peur. Carlos Sainz doit sa carrière à son cousin. Qui a écrit ça, dis donc? Qui a donc Après, le sourire qu'il a, évidemment, c'est lui. Non, mais je vais m'expliquer, parce que le but Carlos de la... Sainz. Je pensais pas que j'allais passer en premier coup. À la pression. En fait, pour moi, je me mets en tailleur. Pour bien expliquer ma position, et parce qu'on est en mode chill, un peu en détente, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi, Carlos Sainz, ça reste quand même un bon pilote, honnêtement. C'est même, je dirais presque très bon, j'ai du mal à dire, peut-être qu'il y en a qui le pensent, pas moi. Mais il a eu une telle évolution en Formule 1 si rapidement que son agent, donc son cousin, a été monstrueux dans les choix de carrière. C'est-à-dire qu'il a toujours eu le bon choix de carrière au bon moment. Les timings sont parfaits. Il a été chez Toro Rosso, ensuite il a été chez Renault, il a été chez McLaren, chez Ferrari et ensuite chez Williams. Ce qui lui a permis d'acquérir quand même beaucoup de compétences dans différentes écuries qui sont quand même des grosses écuries, même s'il a été à des moments où les écuries étaient un peu moins bien, notamment les McLaren et Ferrari. Ça reste quand même des gros constructeurs qui lui permettent d'avoir un bon environnement. Et les moments où il a été recruté par ces équipes-là, ça me semblait pas forcément le choix le plus judicieux. C'est pour ça que pour les moi, équipes? pour les équipes, ouais. Pas pour lui. Pour lui, les choix sont géniaux. Ouais. Et c'est pour ça que pour moi, il doit quand même une grande partie de sa carrière à son cousin, même si évidemment il a fait le taf derrière par rapport à ses performances. Mais quand je compare à d'autres pilotes, je prends un autre espagnol, si Fernando Alonso avait eu le cousin de Carlos Sainz en agent, je peux vous garantir que Alonso, il serait septuple champion du monde. Ouais, ça se tient. Après, il y a une théorie, je sais pas si vous la connaissez, du Sainz fait les mêmes moves que Alonso. Ouais, mais bon, il est fait au Bah si, tu as jamais vu cette théorie? Qu'il a plus ou moins le même parcours de carrière que Fernando. Ça. Bah, oui, en soi, il y avait à son jusqu'à Ferrari. Attends. Williams. Non, bah y a pas Williams, c'est tout. Je voulais juste mettre une théorie. Pour la Ta théorie, pas les gens. Non, pour revenir sur le débat de Robin, en soi, je suis d'accord sur le fait que son cousin, son agent, est monstrueux, parce que les contrats qu'il a réussi à les dégoter, etc. Arrivé chez Ferrari avec une position où il n'est pas placé directement en numéro 2, mais en numéro 1 égal dans la hiérarchie, sachant qu'il y a Charles Leclerc, que c'est le protégé de Ferrari de base, pour avoir négocié ça, c'est un beau coup. Mais surtout, tu l'as précisé après, donc ça me va, mais tu dois comme ça un peu à sa performance, parce que Toro Rosso, c'est quand même timide, il se fait tabasser par Verstappen, dans la concurrence, c'est compliqué. Renault, c'était très compliqué aussi, le niveau n'était pas exceptionnel. Et je trouve qu'à partir de chez McLaren, où il y a quand même le début du rebond de McLaren à ce moment-là avec Norris, je trouve qu'il a pris en niveau, en maturité. Et c'est là où on a commencé à avoir un Sainz qui commence beaucoup à monter en performance, ce qui quelque part aide aussi à pouvoir potentiellement target des grosses équipes. De là avoir Ferrari. Remplacer Sébastien Vettel. Oui, non, je suis d'accord que c'est un gros truc, mais il le doit quand même à un niveau de performance qui était quand même accru comparé à Renault, tu vois. Le Sainz de chez Renault et le Sainz de chez McLaren la dernière année, t'as l'impression que c'est deux pilotes différents. Après, pour aller contre peut-être mon take un peu, mais il aurait pu prendre la place de... Hein? C'est utile d'aller contre ce Bah non, mais on est là, on discute, tu vois. Qui aurait pu prendre la place de Sainz en 2020 chez Ferrari pour remplacer Vettel? Qui était dispo en vrai sur le marché à l'époque? Ah ouais, tout le monde est dispo pour un bac chez Ferrari. Ah, mais qui a la légitimité, je pense qu'il voulait dire. Est-ce que Sainz avait la légitimité pour remplacer Sébastien Vettel? Moi, sincèrement, je pense pas. Honnêtement, oui. Dans un nouveau cycle, pourquoi pas, mais il faut remplacer un Vettel quand même derrière. Vettel, si je dis pas de conneries, je crois qu'il termine genre 9ème du classement pilote en 2021. En 2020, En pardon. 2020.
Ouais, il mais finit bon, sur sa fin de carrière à attends, Vettel chez non, Ferrari. saison particulière aussi. Non mais d'accord, mais tu remplaces quand même Vettel donc, parce qu'il est mauvais et donc il faut avoir Parce que- quelqu'un d'un meilleur niveau. Parce Est-ce que que t'as Carlos eu- Sainz était le meilleur choix? 100%. Je vous trouve super dur avec Sainz. Non, Il est bon. J'ai pas dit qu'il était pas bon. Ouais. Non, mais sur Toro Rosso, il se fait pas tabasser, mais il est dominé par Verstappen. Chez Renault, il fait jeu égal avec Hülkenberg, alors que c'est sa deuxième saison face à Hülkenberg qui est là depuis quand même 7 ans du coup. Ouais, ça restait compliqué. Il Hülkenberg arrive était chez pas McLaren. exceptionnel à l'époque. Même, il arrive chez McLaren, domine pendant 3 ans, Norris ne le touche pas, et il arrive chez Ferrari. Norris début de carrière aussi, du coup pour la comparaison. Norris il débute sa carrière chez Bah ouais, mais McLaren. du coup, pourquoi ça passerait pour Norris et pas pour Sainz face à Hülkenberg? Mais parce que c'est. Non mais moi j'ai pas dû utiliser cet argument là. Ouais, tu vois. Ce n'est qu'à son nom. Ouais. Mais Hülkenberg même- n'était pas forcément très très bon à ce moment-là non Sur plus, les quoi. 3 ans, Sainz s'en sort bien. Il arrive chez Ferrari, 21, termine devant Leclerc au classement pilote. Moi, je suis d'accord, c'est un très bon Pour pilote. moi, Sainz, c'est vraiment un des pilotes, et là, je vais le froisser, mais pour moi, Sainz, c'est un pilote sous-coté. Pour moi je pense qu'il est jugé Par à sa contre- bonne valeur. Par contre, je suis d'accord que le manager de Sainz, donc son cousin, j'ai plus son prénom, T'as pas il mis est une partie. exceptionnel. Il est T'as pas mis incroyable. une partie de sa carrière. Parce que t'as vraiment mis doigt à sa carrière. Ah bah sa carrière en Formule 1. Ah, du coup, oui, là, je suis pas trop d'accord. Quand tu vois tous les autres pilotes qui ont énormément de talent et qui. Bon, vous mettez tous les trois contre moi là. Ouais. Tous les autres pilotes qui ont des excellents niveaux, bien meilleurs que Carlos Sainz et qui n'arrivent pas à aller au plus haut parce que qui sont bridés par différents facteurs, il doit quand même une très grande partie de sa carrière à son agent. Après, je pense À mon qu'il a avis. un avantage aussi, c'est d'être espagnol et qu'il y a une grosse communauté espagnole et que tu as au-delà du pilotage un intérêt financier et un intérêt partenariat, Moi, c'est- sponsorship, etc. Ce que je veux dire, c'est que ça a toujours été le bon timing pour lui, ses choix d'écurie. Toujours les bons timings. Alonso, il est espagnol. Il ramenait beaucoup d'argent pour les Ferrari, les McLaren pour lesquels il a roulé. Et pourtant, les choix étaient pas dans les bons timings, tu vois. Sainz a aussi une image un peu plus lisse qu'Alonso. Alonso pourrait cuire dans l'écurie. T'avais pas envie d'avoir Alonso, hein. Sainz, c'est un team player, Sainz, c'est un mec cool, c'est un mec talentueux. En vrai, moi, Mais par contre, je suis d'accord sur le côté manager. Le mec l'a toujours mis au bon endroit, au bon moment. Je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Pour revenir sur le truc de Ferrari tout à l'heure, qui pour remplacer Vettel à l'époque. Alors je sais pas s'il y avait des rumeurs à l'époque, mais en y réfléchissant, un Ricciardo Il y avait Ouais. des discussions. Un Ricciardo chez Ferrari, ça aurait eu de la gueule. À l'époque, du coup, c'est vrai, pour le coup, j'y pensais pas, mais à l'époque, quand je regarde les perfos de Ricardo par rapport à quand il se battait avec Verstappen, du coup, chez Red Bull, pour moi, Ricardo, il a 2 fois plus sa place chez Ferrari que Carlos Sainz, aux côtés de Leclerc. Ouais, mais il avait un C'est là où contrat pour le coup Renault l'agent bloqué. l'agent joue un rôle à mon avis. Ah, mais le contrat Renault l'avait bloqué justement parce qu'il y avait des discussions et il avait un contrat de 2 ans avec Renault. Il pouvait pas quitter. Ah frère, oui mais il avait pas encore signé à Renault à l'époque aussi. Si parce qu'il part à... C'était sa deuxième année justement. Je pense qu'en vrai, il y avait plein d'autres pilotes sur la grille. Pour moi, même, je vais dire un truc, c'est une deuxième hot take dans ma hot take, hein. Mais pour moi, un Pérez, il avait largement plus sa place qu'un Carlos Sainz. Surtout qu'il était Après, derrière, Peut-être que je manque d'objectivité parce que je trouve sincèrement Pérez extrêmement sous-coté. Malheureusement, ces À dernières l'époque. années, il me fait contredire, mais en même temps, vu les perfos de Tsunoda et Lawson Ce que j'allais et dire, tous hein. les autres en deuxième pilote chez Red Bull, c'est compliqué. Mais Pérez, c'est un pilote extrêmement sous-coté quand il arrive chez Sauber en 2012, je crois. Sa saison chez McLaren, elle est compliquée en 2013, mais ça sent qu'il était fougueux et tout, mais il avait du rythme. Ça a toujours été un excellent pilote en termes de rythme. Les choix de carrière ont fait que malheureusement, il n'a pas été forcément au bon endroit au bon moment. Il a quand même eu des bons résultats. Il a eu une victoire à Bahreïn avec Racing Point à l'époque. Pour moi, il avait une bonne légitimité à Du coup- prétendre au baquet par rapport à Sainz. Je trouve que Sainz, la carrière qu'il a, Sainz aujourd'hui, elle est méritée. Genre en mode, c'est pas déconnant les choix de carrière qu'il a eu ou c'est genre un peu au-dessus de ce qu'il aurait mérité d'avoir dans sa carrière. Ah, je pense que c'est un juste milieu entre les deux. Je pense qu'en vrai, il mérite quand même parce que ça reste un bon pilote et que effectivement, au final, ce qu'il a montré, c'était correct. Ok. Mais je pense que vraiment le fait, pour moi, je dis qu'il doit un peu sa carrière à son manager, c'est que c'est les timings. Je trouve que les timings qui lui ont été donnés ont juste été quasiment parfaits, quoi. Il lève la main. Ah, comme ça vous savez que je parlais. Communication non violente. Je pense qu'au moment où il est arrivé dans les équipes, c'était un choix qui pouvait paraître surprenant, mais il a su le justifier au fil des saisons où il était là. Ouais, je suis d'accord. L'arrivée chez Ferrari, je pense que ça en a surpris plus d'un de dire ok c'est Sainz qui arrive chez Ferrari. Sauf que tu vois après la première ou les 2 premières saisons, bah oui au final il est légitime, tu vois, il est performant. Ça match Leclerc, ça le bat sur une saison. C'est pas déconnant de l'avoir pris au final. Ok, donc ta hot take c'était Bah, Carlos Sainz doit, alors du coup je peux peut-être la reformuler, mais Ouais, une grande partie une de sa partie carrière à son manager. Parce que j'insiste, pour moi le meilleur argument c'est, contrairement, je suis désolé, Fernando Alonso avec l'agent de Carlos Sainz, donc le cousin, il aurait beaucoup plus de titres. Ouais, non. Oui, là-dessus, C'est absurde oui, de dire mais- il aurait 7-8 titres parce que je peux pas le savoir, mais je pense qu'il aurait été au bon endroit au bon moment à chaque fois. Non, je suis d'accord avec la take, moi. Allez, Moi, c'est le terme de il doit carrément. Son agent l'a grandement aidé, il peut le remercier, mais de voir sa carrière, ça sous-entend qu'il n'a pas forcément le niveau de performance adéquat. Tu vois. C'est comme si, pour prendre un exemple à l'opposé, c'est comme
Pour le coup, j'aurais pu mettre si Lance Stroll devait sa carrière, tu vois. Ouais, là, sa c'est carrière à vraiment, son il y a père, que par ça. exemple. C'est le Là, il le doit. Là, ok. Ok, non, je comprends. Pas mal. C'était la mienne. Pas mal. Ok. J'aime bien, j'aime bien. Deuxième take. Vas-y. J'espère que c'est Val. J'espère que c'est Val. Alors, déjà, faudrait apprendre à écrire. Oh, c'est moi. Non, c'est moi. Ah non. Niki Lauda C'est moi. mérite le statut de GOAT. De GOAT. Ike Fouet. Donc vraiment, De GOAT. ultime. Ouais. Le number one, quoi. Argument. J'ai hâte. J'ai hâte. Pour moi, Niki Lauda, alors il y a cette thèse de tu ne peux pas définir le meilleur pilote de l'histoire en fonction des générations, etc. Je suis d'accord. Mais si on devait établir vraiment un pilote, je trouve que Niki Lauda mérite plus qu'un Michael Schumacher ou un Lewis Hamilton. Sur quel argument? Lewis Hamilton, alors on va prendre Michael Schumacher, c'est surtout les stats et l'effet que ça a eu dans les années 2000. Tout le monde se souvient de la domination du Baron Rouge, etc. Pas de souci. Hamilton, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, sa domination et l'impact qu'il a sur le sport, il est amplifié via les réseaux sociaux. On ne parle que de ça. Tout le monde en parle, il fait de la mode, il fait de la musique. Il a un impact sur le sport et cet impact, il est décuplé via Internet et via les médias. À l'époque, Niki Lauda, c'est quand même un mec qui se bat tous les ans et qui gagne des titres contre différents champions du monde de Formule 1, qui roule pour les plus grandes équipes de Formule 1, qui fait remonter des équipes jusqu'à gagner des titres, qui a un impact sur la sécurité, qui survit à un accident inimaginable à Nürburgring et qui, au-delà de ça, même après sa carrière, a été manager, a été ambassadeur et a drivé des équipes. Le mec a tout fait, tout gagné, battu les meilleurs pilotes de l'histoire et aujourd'hui, tu vois, on n'en parle pas tant que ça parce que c'était les années 70, 75 environ et que forcément, aujourd'hui, il n'y a pas nos parents, personne ne suivait ça à l'époque et qu'il n'y avait pas un impact aussi violent que tu peux l'avoir aujourd'hui quand tu as réellement une figure et un emblème ou un ambassadeur dans un sport. Donc, bien évidemment, Schumacher et Hamilton, les stats sont folles, c'est les meilleurs pilotes de l'histoire, ok. Niki Lauda couvre pour moi tous les aspects de la réussite dans le sport en Formule 1. Eh bien donc du coup, tu mélanges le sportif et l'extra-sportif. Parce que pour moi, Dans ton débat du GOAT. c'est-à-dire Bah tu dis la sécurité, il a été manager après. Mais tu parles aussi de ses titres, donc du coup, tu mélanges les deux dans ton argument. Moi, pour moi, le GOAT, c'est pareil que quand les gens disent Lewis Hamilton, ouais, il a un impact sur la Formule 1 quand on parle de politique, de diversité. Je trouve ça extrêmement important, tout autant que la sécurité ou alors le développement des équipes et du sport de façon globale. Faut voir ta définition du GOAT derrière. Si c'est un GOAT au niveau du pilotage et simplement le pilote, il y a débat. Après, dans ce que tu apportes au vu de l'impact sportif et extra-sportif qu'il a derrière, ça s'entend. Ça s'entend plus que si tu parlais seulement en termes de pilotage, quoi. Moi, je vais faire le mec relou, hein. Mais pour moi, le GOAT, ça n'existe pas. En fait, pour moi, déjà, chaque GOAT est personnel parce qu'il y a un aspect émotionnel qui rentre en compte. Pour moi, c'est Michael Schumacher parce que j'ai grandi avec Michael Schumacher, c'est mon idole de toujours et tout. Pour Chacal, c'est certainement Alonso, tu vois. Pour Lucas, c'est Hamilton parce qu'il a commencé un peu à regarder la Formule 1 quand Hamilton commence à performer. Pour toi, c'est certainement, bon, du coup, Niki Lauda, mais t'as, je pense, un aspect aussi Michael Schumacher qui rentre en compte. Ouais. Je pense que t'as un aspect émotionnel. Et de mon côté, en fait, pour moi, si tu devais définir un GOAT, il y a un aspect émotionnel et il y a un aspect, pour moi, pilotage avant tout. C'est pas forcément que les stats qui parlent, mais principalement ce qu'il a fait sur circuit. C'est plus ça qui rentre en compte. Ça n'empêche pas que du coup, ça a été un mec extraordinaire. Mais pour moi, la définition d'un GOAT, c'est par rapport au sport, dans le sport en lui-même, ce qu'il a réalisé dans l'intra-sportif, pas l'extra-sportif. Et du coup, je peux pas l'inclure. Et par rapport à ce qu'on fait des Michael Schumacher, même des Ayrton Senna, même des Lewis Hamilton, il est pas au même endroit, je trouve. J'ai une deuxième take que j'ai un peu envie de garder si jamais il y a un épisode 2, mais j'ai envie d'utiliser comme contre-argument. Comme tu veux, hein, c'est toi le tueur. Hein. Allez, vas-y. Pour moi, alors après le truc c'est que je l'ai pas vécu à la télé. Je sens que je vais quitter cette pièce. Ouais, je l'ai vécu, j'ai pas vécu à la télé, donc je l'ai pas vécu en temps réel, mais de ce que j'ai pu retrouver en me renseignant, etc. La carrière de Niki Lauda et les succès de Niki Lauda et le pilotage de Niki Lauda m'impressionnent 100 fois plus que le succès d'Hamilton ou Schumacher. Rien que le fait. Sur le pilotage, c'est compliqué de dire ça. Pas les mêmes voitures, il y a trop de. C'est pas les mêmes voitures, c'est des circuits différents. Mais du coup, comment tu différencies Hamilton et Schumacher qui avaient pas les mêmes voitures non plus? Bah du coup, c'est ce qu'il disait, tu ne peux pas. C'est personnel le GOAT. Non mais merci, mais Même dans c'est trop dur de. Là, on parle pas du GOAT, là, on parle juste de pilotage. Son argument, c'était de dire que Michael Schumacher et Lewis Hamilton méritent le statut de GOAT. Non mais je rebondis sur ton argument. Ton argument, c'était de dire Lewis Hamilton et Michael Schumacher, d'un point de vue pilotage, ont quelque chose que Lauda n'avait pas. Ah, j'ai pas dit ça. C'est ce que tu viens de dire. Bah non, c'est parce que moi, c'est ce que je les ai vécus, Schumacher et Hamilton. Ouais. Lauda, je les ai pas vécus. Je pense qu'il y a un côté aussi où tu dois idéaliser un peu Lauda, dans le sens c'est mythique parce que c'était plus vieux et que tu l'as pas vécu. Ok, fair enough. Mais ton argument, c'était de dire que du coup, la performance individuelle de Schumacher et Hamilton est exceptionnelle. Bah, il y en a deux qui sont 7 fois champions du monde. Ok. Je trouve que ces 7 titres n'ont pas forcément une valeur établie. Ok, ils existent,
Mais Schumacher, il s'est battu contre Barrichello avec 4 voitures dominatrices. Hamilton, il s'est battu contre Bottas pendant 3 ans avec l'une des meilleures voitures de l'histoire. Je trouve que, et surtout pour les jeunes qui n'ont pas connu cette époque, nous y compris, tu vois, parce que moi je suis loin de tout connaître, je connais un peu l'histoire et je connais quelques stats, mais je connais pas tout. La carrière de Lauda et les statistiques, la physionomie dont il était et qu'il roulait, c'est ouf de se dire que chaque équipe, il a fait les équipes les plus grandes de l'histoire, il s'est battu contre les plus grands champions et les a battus. Le mec a battu tous les plus grands champions. Mais en fait, ça dépendait des périodes. Quand ils croisent Prost et Senna à l'époque, c'est pas les Prost et Senna des milieux d'années 80. Mais forcément, ok, d'accord, si on part de ce principe, mais ça marche avec tous les pilotes. Aujourd'hui... Mais du coup, ça te contredit toi? Bah non, mais ça veut dire que du coup, tu ne peux pas comparer les pilotes. Oui, tu peux pas comparer les pilotes. C'est qu'en fait, c'est compliqué. C'est trop dur. Tu va comparer un Lauda à son prime et un Senna à son prime, mais ça n'a rien à voir. Les voitures sont pas les mêmes, le niveau de maturité du pilotage n'est pas les mêmes. Parce que les pilotes évoluent, il a pas tapé tous les champions du monde sur la même année. La Formule 1 est le seul sport où c'est quasiment impossible, on le fait de manière subjective, de comparer des performances individuelles. Parce que ça dépend de la voiture. D'accord. C'est le seul sport. Sauf que Enfin, comparer un Maradona à un CR7, c'est pareil. Trop dur. C'est impossible. C'est pas le même sport. Bah ouais, mais tu peux pas en fait choisir entre tel joueur ou tel pilote en fonction des années. C'est trop compliqué. Pas comparer genre un mec des années 2010 avec un mec des années 60. À l'époque, t'avais des écarts aussi qui étaient monstrueux entre les voitures, par exemple. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, mais encore une fois... Peut-être qu'en 1970, si t'avais pas les mêmes voitures qu'aujourd'hui, mais des écarts beaucoup plus proches, avec des si, tu refais le monde, et peut-être que Lauda n'aurait pas eu la légitimité qu'il a dans ton cœur actuellement. Bien évidemment. Encore une fois, il se battait contre des mecs qui gagnaient des titres et jouaient les victoires et étaient ses coéquipiers. Il a pas battu des Senna au Prost qui étaient rookies, qui venaient de commencer. Hamilton, il a quand même affronté Rosberg qui était champion du monde, il a affronté Vettel qui a été 4 fois champion du monde, il a affronté Bottas, certes qui était en second pilote, je suis d'accord. En 2008, première année, il arrive, 2007, pardon, première année, il arrive, il aurait dû gagner le titre, mais il y a eu cette bataille avec Alonso en interne il aurait dû gagner le titre. En tout cas, il se battait dès sa première année. En 2008, il gagne son premier titre sur sa deuxième année, alors que c'est Felipe Massa en face et Ferrari. Enfin, après, il y a eu cette période un peu plus blanche où c'était compliqué chez McLaren, de par les performances de la voiture et de par aussi sa maturité, parce qu'il avait des problèmes un peu trop agressivité, etc. et tous les incidents qu'il a fait. Et après, t'arrives 2014, bon choix de carrière, où effectivement il y avait que 2 voitures, mais ils se battaient quand même face à un mec, ils avaient la liberté de se battre entre eux. Et la rivalité Hamilton-Rosberg, elle est un peu sous-cotée aussi parce qu'elle était extrêmement agressive. Je remets pas en doute le palmarès d'Hamilton. Ah mais non, mais tu dis qu'il a affronté aucun champion, je te prouve le contraire. Ah bah, Alonso il a perdu du coup. Première année. Ok, fair enough. De peu. Ah non mais merde. L'égalité, ils ont fait égalité. Bon. Il a pas perdu de 50 points quand même. Ils ont fait égalité, mais. Hamilton, quand il arrive, Alonso. C'est double champion en titre. Et chacun peut le dire. Hein, je suis pas fan d'Alonso, mais quand Hamilton il arrive, Alonso il est déjà 2 fois champion du monde et il est là depuis au moins 4-5 ans. Je l'entends encore une fois, mais tu me parles de Vettel. On n'a jamais eu un duel face à Vettel jusqu'à la fin d'une saison parce que Vettel s'est toujours effondré. Il n'y a jamais eu ça. Mais lui, il s'est pas effondré. Bah, c'est partie du truc. Non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux vous dire, ok, on a donc Vettel. Ah non, mais en fait, à ce moment-là, c'est juste peut-être on n'a pas la connaissance du truc et pas le souvenir, mais quand Lauda il affronte des champions du monde à l'époque, peut-être qu'à l'époque tu pouvais très bien te dire pendant la saison juste il s'est effondré donc Lauda il a gagné. Enfin cet aspect de subjectivité de dire il s'est effondré, en fait on peut réutiliser l'argument pour les années 70 et tout, mais juste on n'a peut-être pas la capacité ou le souvenir de savoir ce qui s'est réellement passé à l'époque. On l'a pas vécu. Une bonne raison pour faire une vidéo sur la carrière de Niki Lauda. Je suis d'accord, mais je précise que certes on va contre tes arguments, mais ça n'empêche pas de dire que effectivement Lauda, au niveau prestige, pilote et même l'extra sportif quand tu as expliqué, c'est exceptionnel. Et pour moi, le Lauda, je le mais très haut. Extra. Pas le plus haut, peut-être. Ça, c'est subjectif. Je pense que dans la liste populaire des pilotes les plus reconnus, on va dire, Lauda a peut-être tendance effectivement à être un peu sous-coté, je trouve. Ouais. De là à être considéré comme le GOAT, ça me fait un peu grincer des dents au vu de la concurrence qu'il y a pour le titre de GOAT, etc. Mais comme Robin l'a dit, c'est un peu subjectif et propre à chacun. Le sous-coté, je suis d'accord. Mais clairement sous-coté au vu des performances qu'il a eues et de ce qu'il a réalisé, que ce soit dans le sportif ou l'extra-sportif, au niveau de la sécurité, management, etc. Ok, ça me va. La moitié est passée, la moitié reste. Qui veut prendre le... Toi, à moi? Allez, j'avoue, je viens de le faire. Pique-nique, douille, c'est toi l'andouille. Oh, je viens de lire un truc. Oh là là, je vais sortir cette vidéo. Likez cette vidéo avant de partir, s'il vous plaît. Le palmarès de Michael Schumacher est survendu entre guillemets. J'attends les arguments, je ne parle pas, j'attends. Je ne trouvais pas le bon terme pour dire survendu. Putain, c'est con parce que j'étais d'accord avec toi avant. Je me suis dit, putain, je suis rarement d'accord avec Chacal et tout, c'est cool. Et là, il m'a brisé le cœur là. Je parle en particulier du palmarès sportif. Je vais très peu m'attarder sur l'aspect
pilotage et talent, parce que je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Ça reste l'un des meilleurs pilotes de l'histoire, si ce n'est le meilleur pilote de l'histoire. Il avait un coup de volant exceptionnel, il avait des capacités exceptionnelles bien au-dessus de la moyenne et de ce qu'on a pu voir limite dans toute l'histoire de la F1. Je vais surtout m'attarder sur les statistiques et notamment par exemple le nombre de titres qui va directement aussi avec le nombre de victoires. Quand tu reprends tous les titres de Schumacher, le fait de le voir aujourd'hui à 7 titres, alors c'est représentatif certes de son niveau, mais à l'image de ce que tu m'as dit pour Alonso par exemple, c'est qu'il n'a pas le nombre de titres qu'il aurait mérité au vu de son talent. On est d'accord, tu m'as dit un truc comme ça. On en parlait par Alonso méritait plus, je pense, plus au de vu de son talent. Le nombre de titres de Schumacher me dérange au vu de comment ils ont été faits. Il y a certains que je trouve un peu moins légitimes que d'autres et c'est pour ça que j'ai envie qu'on reprenne la liste. Lequel? Les deux premiers avec Benetton, donc le mec arrive et est jeune, talentueux, il n'y a aucun souci là-dessus. Si tu te renseignes un peu et que tu grattes un peu, la Benetton de l'époque sur les 2 premières saisons, niveau légalité... Non, je suis pas d'accord. Elle a jamais été prouvée. Elle a jamais été prouvée, d'accord. Ok, la McLaren de cette année est illégale du coup. Non mais Briatore l'a dit quelques années plus tard et l'a confirmé lui-même alors que c'était lui le team manager, le team principal en disant ouais il y avait un anti-patinage sur la voiture mais on l'a jamais utilisé, ça a jamais été prouvé qu'on l'avait utilisé. Bah ouais. Juste cette phrase-là, et quand tu connais un peu Briatore, il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir que la voiture était pas légale. Il y a eu des gros soucis aussi sur la pompe à essence, qui avait créé quelques débats. Non, je dis pas qu'il ne mérite pas. Ouais, rattrape-toi. Je dis pas qu'il ne mérite pas, je dis juste qu'au vu des scandales qu'il y a eu autour, pour moi, il perd en légitimité. Sur les 2 premiers, on va arriver sur les titres Ferrari après. Ok. Vous avez quelque chose à dire sur les 2 titres de Benetton déjà ou... Moi, pas du tout d'accord non plus. Non, j'écoute, on est là pour débattre. Ouais, bah de ouf. Tu veux qu'on réponde ou tu continues Non, les titres? vas-y, comme ça on va étape par étape. Pour moi, 94, t'aurais pu au pire jouer la carte un peu horrible de dire que si Senna n'était pas mort. Non, je l'ai pas fait parce que c'est le début de saison de Senna avec la Williams est catastrophique. Sait-on jamais, c'était Senna quand Plus même. d'anti-patinage, il avait du mal à s'adapter à la voiture, ça marchait pas. Derrière, 94, bon, t'as l'accrochage avec Hill. Moi, je pense que t'aurais pu aller sur ce terrain-là. Ouais, Alors, moi, je suis. Je dis le avant, pro Schumacher. c'est mon idole de toujours. Je sais, c'est pour ça que Je pense que c'est. Peut-être on le bipera, hein, mais moi, je pense que c'est la plus grande de tous les temps. Ah oui, Et clairement. pour moi, c'est exactement ce qu'il faut quand t'es pilote de Formule Je suis 1, d'accord comme les aussi. Max Verstappen aujourd'hui. Totalement, là-dessus je suis On d'accord. l'aime à le détester. Vas-y, bah du coup, Du continue coup- sur les autres années. Non, t'avais un truc à dire. 94, pour moi, tu peux mettre l'axe sur l'accrochage des Hill à Adélaïde. Ce à quoi je t'aurais répondu, c'est un move de champion du monde. Oui, c'est pour ça que. Non, je suis d'accord là-dessus. Move de Clébar, mais move de champion du monde. 95, la voiture surdomine, la voiture frôle l'illégalité et explore des zones grises du règlement qui Comme n'ont l'ont pas toujours été fait tout le surveillées, comme tout le monde l'a fait. Ça va pas, à partir du moment où la voiture est testée, à partir du moment où la voiture est dépouillée, qu'elle n'est pas illégale, elle n'est pas illégale. Ouais, tu sous-estimes un peu, je pense, la manière de fonctionner de Briatore et ce qui se passait un peu dans la F1 aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, tu refais une voiture qui joue avec la légalité comme ça, comme tu dis, ça passe pas. Pas Ferrari l'a fait. Ferrari 2019, c'est passé. Ouais, je pourrais avoir un autre take là-dessus aussi. Hein. 2019, si c'est pas Ferrari, ça se passe autrement. C'est pour le prestige de Ferrari où ça a été un peu caché, mis sous le tapis et où on vous a dit on voulait signer un saison comme ça, 2020, vous changez. Je suis pas Je d'accord. suis et dommage, je reste sur Je Schumacher. suis pas d'accord Oui, parce pardon. que c'est le principe d'une zone grise et tu ne peux pas ouvertement. Quand tu vois que c'est illégal, du coup, tu laisses la personne faire l'illégal en disant tu changes l'année prochaine. C'est quoi la définition de l'illégalité? Le moteur en 2019 de Ferrari, C'est quoi la définition de fondamentalement l'illégalité? parlant, c'est qu'ils ne respectent pas la règle. Et bah c'était pas le cas parce que c'était pas interdit. Bah, puis ils l'ont interdit après. Voilà. Oui. Parce que c'était pas interdit avant. Oui, c'est le principe de la zone grise. Mais du coup, si c'est interdit après, c'est que tu veux pas foutre la merde dans la saison actuellement, que c'est un truc qui n'est pas autorisé, que tu ne considères pas comme légal, et tu l'interdis pour la saison d'après. Ok. Demain tu roules à 70 sur le périph, il est limité à 70. Si dans une semaine il est à 50, ça veut dire que tu roulais trop vite? Non, l'argument Pause. Faut que tu fasses. Il est déjà à 50. Non, je sais, j'ai pas le permis. Ah merde, je croyais que. Le caméraman qui nous dit il est déjà à 50 le périph. Ouais, Oh, je croyais qu'il voulait cut la cam, je me suis dit, arrêtez les gars. Non, en fait, le truc c'est que Seulement, c'est légal. la légalité. 70. Le moteur Ferrari sur le moment était légal. Avoir un anti-patinage dans la voiture, à ce moment-là, c'est illégal. Sauf qu'il n'est pas utilisé. Il ne marche pas. Est-ce que tu as vu la voiture? Est-ce que tu as été dans la voiture? Et toi? Ah, mais. Ah non, mais c'est le même argument. T'as un Oh, il allait anti-patinage. t'insulter. Il allait t'insulter. T'as un Non, mais c'est la même anti-patinage. Oui, je t'ai failli l'insulter. T'as un anti-patinage dans la voiture. Ose me dire que tu vas pas l'utiliser. Il est là, il est présent, t'as juste appuyé sur le Ah, ose me dire que tu vas l'utiliser? Oui. En fait, c'est que je fais un raisonnement par l'absurde. Tu dis que s'il y avait eu un anti-patinage, pourquoi il l'aurait pas utilisé? Mais s'il y avait un anti-patinage, pourquoi il l'aurait utilisé? En fait, ça raisonne par l'absurde. Tu nous dis qu'on n'a pas été vérifié dans la voiture. Je te dis que t'as pas été vérifié dans la voiture, que ça a été utilisé non plus. En fait, à un moment donné,
Peut-être qu'effectivement il a été utilisé, peut-être qu'il y a eu tricherie. Vous pensez sincèrement et dur comme fer que l'anti-patinage a jamais été utilisé? Je n'en sais pas rien. la preuve. Et en tout cas, la FIA ne l'a jamais vu. J'aurais tendance, si j'ai l'objectivité à dire, mon intuition, effectivement, ils auraient dû l'utiliser s'ils l'avaient. Mais à un moment donné, t'es obligé de suivre ce que la FIA disait, etc. Peut-être que ça se trouve, ils ont laissé Benetton utiliser cet anti-patinage-là, parce qu'il y avait une autre équipe qui utilisait un autre truc qui n'était pas légal à ce moment-là. C'est possible. Bah oui, mais du coup, je vais te dire ça en argument, je vais dire, bah mais en fait, ils utilisaient ça parce qu'il y avait cette équipe-là qui utilisait un autre truc, mais tu le sais pas. T'as été vérifié sur l'autre équipe? Non. Et du coup, c'est la même chose. Du coup, j'ai du mal avec ce truc-là. J'entends. Mais du coup, c'est parce que les autres trichent que tu peux tricher aussi. C'est la F1, c'est la zone grise du règlement. Je suis d'accord, mais c'est le but de. Du coup, de tu restes dans trouver des l'illégalité failles. quand même. Non, de trouver des failles. Ça a été jugé illégal après. Non, le anti-patinage était jugé illégal avant déjà. Mais est-ce qu'il a été détecté au moment de la saison, l'anti-patinage? De mémoire, le fait qu'il était sur la voiture, oui. Et c'est juste Briatore qui a dit, vous pouvez pas prouver qu'on ne l'a pas utilisé. En fait, c'est ça ce que j'allais te dire. C'est juste Briatore a très bien joué. Là-dessus, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est juste que dans les faits. Je suis d'accord avec toi que sur la saison 95 et pas 94-95, la Benetton est vraiment limite. Genre, on frôle l'illégalité de partout. 2094 aussi, j'allais dire 2014. Ouais, 94, moins, mais oui, c'était une évolution 95 et une évolution 94 en soi. Mais par contre, le truc, c'est que, est-ce que par exemple, tu parles du règlement et de l'égalité, est-ce que tu sais si c'était interdit d'avoir un anti-patinage ou d'utiliser un anti-patinage? De l'utiliser. Mais du coup, l'avoir sur la voiture. Voilà, donc c'est pas illégal. Donc. En fait, vous êtes juste. En fait, c'est ça qui m'énerve, vous savez que vous pouvez me titiller là-dessus. C'est que vous jouez sur le fait qu'il est là, mais il a pas été utilisé. Alors que vous savez pertinemment, au fond de vous, qu'il a été utilisé. Non. T'es convaincu qu'ils l'ont jamais utilisé? Je suis convaincu que s'il avait été utilisé, il aurait été détecté et que la FIA aurait suivi. Ça, je suis pas forcément d'accord. Parce que peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas les mêmes accès aux données qu'il y a maintenant. S'il faut garder un semblant d'objectivité, je pense que mon intime conviction de pilote, entre guillemets, c'est que s'il y a un anti-patinage et qui te permet de gagner du temps, autant l'utiliser. Mais pour autant, en vrai de vrai, en 95, s'il n'y a pas l'anti-patinage, est-ce que la Benetton, elle est quand même derrière? Je pense pas. Il y a quand même une bonne base de la voiture. Mais. Est-ce qu'elle est autant devant du coup si tu l'utilises pas? McLaren, quand ils utilisent les 3 pédales, ils sont pas disqualifiés du championnat. Hein. On leur dit finalement c'est interdit donc vous l'enlevez. La saison elle continue. Après il y a rien qui t'empêchait d'avoir 3 pédales sur la voiture de base. Comme il y a C'était des aides. C'était illégal parce que c'était jugé comme un système de freinage. Ça pour le coup c'était illégal parce que ça a été corrigé directement parce que t'avais pas le droit justement d'avoir 3 pédales. Mais t'as pas le droit d'avoir un anti-patinage aussi en soi. T'as pas le droit d'utiliser un anti-patinage. C'est les limites grises du règlement. Par contre attends, je suis chaud d'avoir le reste de ton argumentation sur les titres de Ferrari. Ferrari, le premier titre, il arrive en 2000 parce qu'il n'y a rien avant. Ce que je trouve dommage, c'est le titre en 97. Pour moi, je pense que ça aurait pu avoir le potentiel d'être le plus beau titre de Schumacher au vu de la rivalité avec Villeneuve. Malheureusement, ça part en fumée sur pas un pétage de plomb, mais je pense que honnêtement, le coup de roue n'était pas forcément nécessaire. Bon, c'est dommage, c'est un autre débat ça. Toute la streak 2000-2004 où il gagne les 4 titres, je vais mettre hors 2003. 5 titres, oui, pardon, parce que c'est 4 années, mais ça fait 5 titres. Je mets hors 2003, parce que 2003, il y a une réelle rivalité avec Raikkonen et McLaren, où ça joue de mémoire, je crois, à 2 points, un truc comme ça. Je vois plus ça comme une domination de Ferrari qu'une domination de Schumacher. Mais donc du coup, tu peux dire pareil sur Hamilton et Mercedes? Bon, en soi, oui. Oh. Et je pense que. je vais pas dire. J'allais dire C'est que Schumacher remporte ses titres parce qu'il est dans la meilleure voiture, une voiture qui performe de zinzin, qui est largement au-dessus, avec un coéquipier qui lui est totalement dédié. De là, lui lâcher la victoire en Autriche en 2002 sur la ligne, littéralement, c'est que t'as toute une équipe qui est autour de lui. Alors certes, j'ai travaillé sur la vidéo de Schumacher, je sais comment c'était. C'est un mec qui était totalement dédié et je reviens pas sur l'humain ni la performance du mec qui était vraiment exceptionnel. Il avait ce truc qui faisait que les gens avaient envie de travailler pour lui, de créer un réel collectif, un réel groupe. Je remets pas du tout ça en cause. C'est juste que la Ferrari à l'époque était tellement injouable. Tu mettais Schumacher dans une autre équipe, je mets hors 2003. Tu mets Schumacher dans n'importe quelle équipe, il va pas chercher les titres sur les années de domination Ferrari. Je déteste cet argument. Du coup, Alonso a gagné 2 titres dans une Caterham. Non mais c'est. Non, j'ai pas dit ça. Là, je parle de Schumacher. Non mais je suis pas en train de faire des comparaisons. C'est le principe mais en fait, de la tu viens Formule 1. m'attaquer sur Schumacher, sur Alonso directement. Là, je te parle de Schumacher, pas d'Alonso. Ok, on va Non parler mais de c'est le Schumacher. principe même de la Formule 1 de gagner dans des voitures qui vont plus vite que les autres. Je suis d'accord, mais pour le coup, je te parle de la légitimité des titres. Ose me Déjà, ce terme, il est dur. dire que si Alonso avait gagné 4 titres ou
5 titres d'affilée avec une voiture plus performante, t'aurais eu le même discours. Parce que là, aujourd'hui, Ose me le dire. Avec du recul, oui. regarde-moi dans les yeux, quelle est la légitimité des titres de Fernando Alonso? 2005, il a une voiture qui surdomine le plateau. Mass Damper. 2006, il gagne sur les erreurs avec casse moteur. Non. Je pense que. Faut lui dire Merci ça à tous d'avoir suivi cette vidéo. Regarde la fin de saison 2005. Je crois que sur les 4 ou 5 dernières courses, Alonso, c'est une victoire. Mais parce qu'il joue contre McLaren. Oui, parce que McLaren était. Mais je te parle McLaren abandonne 2 courses sur 3. Oui, parce que la McLaren était une très bonne voiture. Là, il a profité. Voiture rapide. Une voiture. Attends, oui, effectivement, t'as raison précis. C'était une voiture rapide. J'ai compris son raisonnement en fait. C'est une voiture rapide, mais pas fiable. Donc il se battait contre eux. Il a profité effectivement du manque de fiabilité de McLaren. Bah, Michael Schumacher a profité de la moins bonne performance des autres équipes. Bien joué à Renault d'avoir conduit une voiture très bonne. Et c'est un débat qui est un peu plus général, c'est qu'aujourd'hui. Non, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, moi, ce qui m'embête, c'est que la performance de la voiture joue pour beaucoup et qu'on ne met pas assez de crédit sur les performances des ingénieurs et des équipes à pondre une voiture parfois exceptionnelle, comme 2024, 2023 avec Red Bull, pardon, qu'on met beaucoup de crédit du coup sur les pilotes pour les championnats pilotes. Mais ça, c'est autre chose. Mais je pense que c'est vrai que. J'ai plus du coup cette vision qui fait que du coup, j'ai une vision peut-être un peu plus négative des titres de Schumacher ou des titres d'Hamilton, ou en général. Et je comprends qu'on m'insulte, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Mais donc du coup, pour toi, les titres qui comptent, c'est seulement s'il y a une bataille. Si c'est juste une full domination dans la saison, ça compte pas du coup. Qui compte au crédit entièrement du pilote. Je dirais pour 2021, par exemple, Verstappen a joué un réel rôle. Les autres titres, c'est du beurre, c'est une domination. Non, pas c'est du beurre, parce qu'il faut la piloter la voiture. Non, parce que vous savez, à l'époque de Renault, on ne priorisait pas Fisichella, tu vois. Enfin, Fisichella, il était là. Non, mais bon. Ça, c'est des ballons d'eau. Si tu veux rentrer dedans, il n'y a pas de souci. Je trouve ça fou parce qu'on en a parlé justement ce matin avant le tournage et tu m'as dit, justement, je t'ai sorti un truc comme ça en mode, on a comparé les titres de Vettel et Verstappen et tu m'as dit, 2023, Verstappen, même s'il a une voiture qui se gagne toute seule, c'est ouf les performances qu'il fait. Il faut une performance pour gagner quand même avec une voiture de 2023. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'en 2023, la performance de la Red Bull est exceptionnelle et que personne ne pouvait venir le titiller. Et les seules fois où la Red Bull était un petit peu moins performante en 2023, je pense notamment au Canada, Verstappen a été monstrueux à ne faire aucune erreur. Comme Schumacher. En soi, oui, c'est pour ça que je te dis c'est pour ça que je te dis que je remets pas et je n'ai jamais remis en cause le niveau de pilotage de Schumacher. Je pense que Lucas a raison. En fait, le vrai débat que tu veux amener, c'est pas le fait que les titres de Schumacher sont survendus, c'est que les crédits des pilotes qui gagnent des championnats avec des voitures plus dominantes n'ont pas de légitimité. Parce que du coup, je suis d'accord avec ton argument, mais pour moi, du coup, c'est la même pour Senna Prost, c'est la même pour Hamilton. Ouais. C'est la même pour Alonso quand il gagne, c'est la même pour Vettel. T'as la rivalité entre les deux. En fait, t'avais pas un pilote qui était dédié à un autre, tu vois, à l'époque de Senna Prost. Fair enough, mais si c'est pas l'un ou l'autre qui gagne, c'est qui? Quand les mecs gagnent 15 courses sur 16 et qu'ils mettent un tour, voire deux, à toute la grille. Là, tu parles du coup d'une équipe, tu parles pas d'un pilote. Bah ouais. T'as la rivalité quand même entre les deux. Mais du coup, la voiture reste surcheatée, tu vois, et on n'a pas mis de crédit. Dans l'histoire, on dit, putain, les ingénieurs de McLaren en 89, 90. Non, on dit Senna Prost, on dit Senna, on dit Prost, etc. C'est justement là-dessus où je trouve ça dommage de pas mettre plus de crédit à McLaren qui avait pondu une voiture exceptionnelle. Et derrière, on a vraiment une rivalité entre les deux qui est vraiment incroyable parce que les deux se tapent dessus, ça se tabasse, etc. Ça a du très bon pilotage parce que t'as vraiment deux pilotes qui sont exceptionnels. Moi, je pense que tu t'es perdu parce que je pense que tu aurais pu amener un bon débat sur le fait que Schumacher a été vraiment vachement vicieux sur beaucoup d'événements. Non, parce que je suis pas d'accord sur ce débat pour le coup. Moi, je pense qu'il y avait plus de terrain à creuser là-dessus que sur la vraie légitimité de titres qui sont dans des voitures dominantes, quoi. De mon humble avis. Et je comprends l'idée que t'as parce que je l'ai aussi sur beaucoup de pilotes, mais en fait la réalité, tu l'as dit toi-même, tu te dis je prends vraiment pas l'extra sportif, là où justement la domination se crée sur l'extra sportif. C'est on l'a fait la vidéo Schumacher, disponible sur le chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Allez-y. En haut là. Ouais, là exactement. En fait le truc c'est que Schumacher a fédéré un groupe, a motivé une équipe, a réussi à rassembler un groupe d'ingénieurs, de mécaniciens, tu vois, c'est ce que tu disais. Et en fait, c'est ce truc qui te permet de dominer. C'est ce truc qui te permet d'avoir la meilleure voiture et après de te balader les couilles à l'air sur le circuit, tu vois. Pour le coup, c'est un bon argument. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Pour les fans de Schumacher qui souhaiteraient m'insulter ou quoi. Non, évidemment, déjà, on n'insulte pas. Pas d'insultes dans les commentaires, ouais. Exactement. Moi, je vois tout. Lui, sinon, il supprime. Oh là là, je suis le tyran. Mais le but était de tourner la phrase comme ça et de taper sur Schumacher, parce que je sais qu'il aime bien Schumacher, c'était de créer... Ah oui, d'accord. Non, le but pour me casser les couilles, en fait. Le but était de créer du débat. J'aurais pu faire la même chose sur Hamilton ou les grosses dominations dans l'ère de la Formule 1, tu vois. Le but, c'était vraiment de titiller pour créer du débat. Ok, je vais te défoncer après le tournage. Ça m'a tendu un petit peu, mais pas de soucis. Dernière hot take, le meilleur pour la fin. C'est à toi de prendre la take de Lucas. Alors, faut la lire, hein. Oui, non, mais j'ai dit ça. T'arrives à lire? Oui. Les numéros de pilotes de F1 devraient être retirés Hall of Fame comme en NBA. Je pense que je parlais d'Hamilton ou des trucs comme ça. Alors du coup, oui, je vais argumenter là-dessus.
Je prends l'exemple de l'NBA où si tu vas dans l'équipe des Chicago Bulls, tu peux pas prendre le 23. Parce que du coup, Michael Jordan a impacté l'équipe, je sais plus il a combien de bagues, mais c'est le GOAT, on va dire, de l'NBA. Et du coup, je prends cet exemple-là sur la F1. Mais je le ferai pas pour les équipes. Parce que les équipes, ça peut changer de nom entre guillemets assez rapidement, même si c'est plus le cas récemment. Mais par exemple, c'est injuste pour Schumacher ou les Senna, les Prost, etc. parce qu'ils n'avaient pas de numéro attribué, leur propre numéro. Mais du coup, le 44, Hamilton, cet titre, il a giga marqué l'histoire de la F1. Pour moi, quand il prend sa retraite, entre guillemets en hommage pour lui, plus personne n'aurait pour prendre le 44. Ça se tient, mais que ça marche qu'avec Hamilton. C'est injuste pour les anciens pilotes. Non, mais moi j'ai un truc, c'est que comment tu définis que le mec est Hall of Fame? Genre, par exemple, pour moi, Alonso, pour moi, le jour où Alonso part. Non, attends, non, mais c'est juste que ça me fait je pousse l'argument pour que vous compreniez. Parce que c'est le débat qu'on avait un peu tout à l'heure avec les GOAT, c'est que c'est à l'appréciation de chacun, tu vois. Que moi, dans mon cœur, ça me rendra triste, que dans le cœur de beaucoup d'autres fans de F1, notamment les Espagnols, etc., on aurait la légitimité, du coup, de retirer le 14, du coup, parce que c'est le numéro d'Alonso. Mais pour Robin, il en a rien à foutre et de dire, le 14, il devrait toujours être là. Donc comment tu définis que ce pilote-là ou ce pilote-là, son numéro doit être retiré et pas le numéro d'un autre? Déjà, de base, doit y avoir un Hall of Fame en F1. Et du coup, comment tu définis qu'il rentre dedans ou pas? C'est comment en NBA? C'est basé sur plein de trucs, c'est sur le nombre de titres qu'il a eu, s'il a été le meilleur joueur de la saison. Après, c'est vrai que de toute façon, à partir du son moment où impact tu bats sur des le records sport de l'NBA, etc. Je pense que si tu bats des records ou des trucs comme ça, tu mets dans le Hall of Fame. Hall of Fame, tu vas aller mettre Stewart, tu vas aller mettre Prost. Donc tu mets Alonso dans le Hall of Fame. Tu mets Senna, Prost, tu mets Il a battu des records à l'époque. Il bat des records encore aujourd'hui. Le record des final, c'est que 2 titres. 42 ans, c'est pas un record. Et même, c'est que 2 titres. Il y a 2 titres. À l'époque, il bat des records de précocité. Mais ça c'est pas un record. Non, à l'époque, je te dis, à l'époque, il bat des records de précocité. Il te bat perpétuellement. D'accord, mais comment tu définis les records du coup? Parce que c'est des records qui se battent aussi. Pour moi, si Verstappen a continué comme ça, alors c'est dans la théorie parce que ça arrivera pas pour le coup, mais Verstappen qui continue comme ça va battre des records. Donc tu perds la légitimité de Schumacher d'Hamilton. C'est une question d'éloge dans le sens où, aujourd'hui, le Hall of Fame, déjà, c'est pour des pilotes qui sont à la retraite. Alonso n'est pas à la retraite. Oui, déjà. Déjà de 1. Donc tu ne peux pas mettre un Verstappen ou un Alonso ou un Hamilton dans le Hall of Fame. Le Hall of Fame, Hamilton, il l'aura genre dans 20 ans ou dans 15 ans peut-être. Aujourd'hui, tu mets qui? Tu mets Prost, tu mets Stewart, qui a aidé sur la sécurité. Tu aurais pu mettre des Niki Lauda, tu vois. Tu pourrais mettre Piquet. Mais tu vois, genre c'est ce genre de pilote. Par contre, le truc, c'est que pour répondre à ta question, genre qu'est-ce qu'on considère comme numéro à retirer? Là, demain, Lindblad, il arrive en Formule 1, il prend le 14, ça me choque pas. Déjà parce qu'Alonso est toujours là, donc moi ça me choque. Moi ça me choque pas non plus parce que je suis pas de l'avis du cas à devoir retirer les numéros. Moi, Hamilton s'en va, triste, fair enough, mais le 44 tu laisses. Après. Mais du coup, attends, du coup le 44, tu te vois un mec ou du coup plusieurs pilotes prendre le 44 entre guillemets, salir le numéro? Ah, je suis désolé, mais c'est vrai. Salir le mec numéro, a 7 titres. En fait, Lucas, il est resté silencieux toute la game. C'est salir le numéro. Pour moi, le mec, il fait une carrière de merde. D'accord, pour moi, tu le laisses disponible, le 44, et à prendre si quelqu'un veut le prendre. Par contre, le mec qui veut le prendre, du coup, c'est la responsabilité derrière. aussi. Oui, il faut assumer derrière. Mais pour moi, fair enough, tu vois, ça fait du divertissement en plus. Le mec a les couilles d'aller prendre le 44 derrière, vas-y, mon grand. Moi, je suis d'accord. Mais donc, du coup, il réussit pas, tu salues le. Tant pis pour lui, il avait qu'à choisir son numéro. Bah ouais, mais je suis désolé, mais pour la legacy d'Hamilton après, c'est un peu horrible aussi, parce que c'est son numéro le 44. Oui, mais comme Alonso c'est le 14 et que moi ça va me déranger. Et arrête de parler d'Alonso, il a 2 titres, frère. Oui, mais ça pourrait me déranger que Alonso du coup. C'est bon. Que Alonso parte, laisse son numéro 14 et que le numéro 14 soit sali par quelqu'un qui fait n'importe quoi. Un Latifi bis qui vient, on invite Rosberg dans ce débat. Rosberg fait un backflip de voir que c'est Latifi qui a récupéré le 6 après lui. Je suis pas si sûr. Parce que je crois que le 6 à l'époque, c'est pas lui qui l'a choisi. Si. Bah si. Ah ouais? Si, c'est 44 déjà. Parce que c'était pas le numéro qu'il avait justement en 2000. Ah non, je vais dire en 2013. Ah mais moi, je vais pas vous mentir, sur ce débat, je me sens pas exclu, mais en fait ça m'intéresse très peu, genre c'est pas LH44, genre ok, effectivement faudra l'endosser quand faudra reprendre le 44 si quelqu'un est tenté de le reprendre, tu vois. Mais déjà aujourd'hui, si pour moi il y avait des numéros à retirer, en fait il y aurait que Hamilton, parce que en fait à l'époque effectivement c'était des 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais du coup si Schumacher avait son numéro, si Prost et Senna avaient leur numéro. Verstappen le 33 vous le retirez du coup? Franchement, du coup, quand il sera à la retraite, quand il sera à la retraite, moi je le retire. Le 33 je le retire aussi pour le coup. Je vois pas un Antonelli Junior avec le numéro 33. On se traverse à peine. En fait, moi, c'est juste ça. Je suis pas pour retirer le numéro 2. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est qu'en fait, au bout de 75 ans, il te manque déjà genre 3-4 numéros, ça commence à être chiant. Ouais, bah ouais. On fait comment en 2100? Bah, mais c'est pour ça que c'est pour les pilotes qui auront, entre guillemets, marqué l'histoire de la F1. Ouais, mais le problème, c'est qu'avec les équipes, tu vois, tu disais, donc c'est les Chicago Bulls. Ouais. C'est le 23 des Chicago Bulls. C'est pas le 23 dans toute la NBA qui a été enlevé. Ah bah après, sinon, on peut dire chez Mercedes,
Ça, c'est Il décide de ne impossible plus utiliser le 44. Voilà, c'est Oui, en mode mais, chez ouais, Mercedes, mais t'as du pas le coup, droit d'avoir mettons, le je sais pas, 44. Mercedes, ça devient. Hydro Racing Team, Ouais, on voilà, s'en par fout, exemple. ouais. Ça change de nom, c'est plus Mercedes. Ah bah, C'est soit ils respectent la legacy et l'histoire de l'entreprise et de l'équipe. C'est un peu plus compliqué vu que ça peut changer de nom. En vrai, le vrai débat, imaginez demain, vous êtes pilote de Formule 1, est-ce que vous reprenez le numéro 44 de Lewis s'il est plus là? Parce qu'il faut avoir les couilles, t'as liste. Par contre, je suis d'accord, t'as énormément d'histoire derrière le chiffre. Derrière le 44. Si tu prends le 44, faut l'assumer derrière. Parce que Alors que le 14, c'est comme en foot. C'est comme en foot. Je fais vite fait la comparaison avec le foot. Au Barça, aujourd'hui, Yamal qui prend le 10, faut le tenir. T'as une pression quand même derrière. Comme au Real, tu prends le 7. Faut le tenir de ouf, ouais. T'as l'histoire, c'est chargé d'histoire derrière, faut y aller, tu vois. je trouve que c'est moins impact. Mais c'est pas pour ça que tu le retires. En En fait, je pense qu'on idéalise beaucoup la chose et une fois que c'est arrivé, honnêtement, on l'oublie vite. Parce que Non. au Real, quelqu'un a pris. Qui est le 7 au Real? Vini. Ouais, Vini. Bon bah voilà, ça a choqué personne que. La première saison, je me souviens de quelques tweets en Ouais, mode. ouais. Quand Vini a pris le 7, Parce c'est mal que, passé. non, Ah c'est ouais surtout après le 7, c'était Mariano Ça a Diaz. été Diaz, surtout. Et il était hein, nul. est Lyon, Oui, hein, il était à chier. c'est vrai. Bref, moi, il y a un truc personnellement qui me choque un peu plus. Enfin, qui me choque. Là où la différence elle se fait avec les pilotes, c'est que Hamilton a refusé de porter le numéro 1 pendant ses années de champion pour garder le 44. Ce que Verstappen ne fait pas. Et inconsciemment, le 44, du coup, il appartient à Hamilton. C'était son numéro. Les gens, ouais. Tu vois, Verstappen, c'était le 33, mais c'est devenu le numéro 1, Verstappen. Le meilleur, le champion. Et là, il va redevenir 33. Pour ça, je trouve ça nul en vrai déjà de base. Hein. Offrir le numéro 1 à celui qui gagne le championnat, je trouve ça un peu gay. La voiture rouge avec le 1 blanc devant, faut voir comment je me... hein. Non, bon, Ça me choque pas, ça me procure rien. Ah, frère, quand même. Ah, c'est parce que tu Ah, l'as pas si, vu. tu l'as pas vécu. Trop tard. Parce que Hamilton l'a jamais pris, du coup, mais le 1, c'est... Verstappen l'a pris, et tu vois, il avait le 33. Le Ça 1 me sur choquait Schumacher, pas. le 2 sur Barrichello, faut voir Ah les ouais. branlettes que je pourrais me taper. Si je peux me permettre, le 1, Hamilton l'a utilisé une fois en essai. Oui, en Abu Dhabi en 2019. Tu t'auras quand même. Un petit aura de ouf. Ça me procure rien du tout. Ah si, c'est exceptionnel. 2022, tu vois Verstappen pop avec le numéro 1. Ah, t'es en mode aïe. Ah, t'es en mode. Les fans de Verstappen à poil, les fans d'Hamilton, tu les voyais grincer des dents quand même, hein, voir le numéro 1. Puis même frère, pour la célébration, tu descends de ta voiture, tu montes le numéro 1 comme ça, la célébration à Miami de Verstappen est exceptionnelle. Par contre, c'est vrai qu'au-delà d'enlever. Moi, je suis pas forcément pour enlever les numéros, mais la création d'un Hall of Fame, je pense, serait très intéressant. Oh, trop de problèmes. Comment, c'est ce que je te dis, comment tu définis qui rentre dedans? Mais c'est là, je pense, en NBA, c'est la NBA qui décide. Donc, c'est selon certains critères, les critères de ceux qui ont aidé pour la sécurité, les critères de ceux qui battent des records, les Ou critères de. plusieurs titres, etc. Enfin, il y a En une fait, différence c'est le entre. Titi avec Val, je pense. Ta question, c'est est-ce que Alonso va dans le Hall of Fame? Bon. Ça peut, oui, ça peut rentrer. Pourquoi tu mettrais Alonso dans le Hall of Fame en Formule 1? Parce que pilote qui a été là longtemps, pilote qui a battu des records de précocité quand il était jeune au début. Attends, laisse-le parler. Pardon. Pilote qui est resté performant quand même tout du long. Et dans l'histoire de la Formule 1, Alonso c'est quand même quelqu'un, tu vois, c'est un nom important. Moi, je pense que. Il peut rentrer dans le Hall of Fame. Léger, mais il peut Moi rentrer. déjà, je suis pas d'accord sur son premier point, il est resté là pendant longtemps. Ça veut rien dire. Regarde, maintenant il fait plus rien, il gagne plus de victoires. Je sais plus, il fait plus de podium. c'est horrible de dire, Il fait marque plus des rien. points. Il a tu mets dans combien? Il a tu mets- 44 ans, 42 Il roule avec une trottinette Lime et évidemment il fait plus Et rien. après, bah ouais. S'il était si excellent, pourquoi il va pas dans une top team? Bah oui. Ça c'est le niveau comportement, mais ça c'est un autre débat. Ah, Donc, un mec problématique dans le Hall of Fame, moi, ça me pose problème. C'est aussi les choix de carrière, c'est pareil. Ça fait partie du truc. On est passé sur un débat. De base. Jordan chez les Bulls, il reste quasiment toute sa carrière, je suppose. Je veux pas débattre sur Oui, le il a basket parce que pris, je connais oui. pas le basket. Les comportements problématiques de Schumacher du coup. Mais lui, il a 7 titres. D'accord, mais du coup les comportements problématiques est camouflé par le fait que t'es performant. Mais rien à voir. Toi, tu me parles des Non. comportements problématiques Alors. dans l'équipe qui empêchent de gagner des titres. Oui, moi je te parle de comportements problématiques sur la piste où tu passes à deux doigts de tuer quelqu'un. Tout va bien. Bah non, mais c'est le Ah, principe de non, la mais Formule je- 1. non, Ça je- montre- mais ça pousse ça rend pas. Non, mais du coup, t'es pas- Mais en fait, il crie, c'est pas parce que tu cries que ton argument est plus sensible, enfin plus important. Arrête, t'as crié juste avant. Et j'ai pas Monter la voix. Levez la, t'as le temps. Écoutez-moi un peu. Le Hall of Fame pour Alonso s'entend. Le fait qu'il soit. Il est quand même performant. Alors, toi, je suis d'accord que tu juges par rapport aux 20 pilotes et qu'il n'est que 9ème. Il faut juger aussi par rapport à sa voiture. Et Alonso, sauf cette année, Bah du a coup, toujours été performant. je suis désolé, mais ok, il est plus performant parce qu'il c'est une voiture de merde, mais du coup ça fait partie aussi des choix de carrière. Comme il a dit, c'est aussi les problèmes de comportement, peut-être qui fait qu'il est pas dans une top team actuellement. Et Zidane, s'il va à Ajaccio, il gagne pas le ballon d'or, quoi. Enfin, c'est- Mais du coup, ces problèmes de comportement, c'est pas un critère pour rentrer dans le Hall of Fame. Je suis d'accord avec toi, les problèmes de comportement sont pas un critère du coup pour l'empêcher de rentrer dans le Hall of Fame. Voilà. Voilà, donc on Donc il est d'accord. pas dans le Hall of Fame. Donc non, bah, du Merci. coup, via ton argument, via ce que tu viens de dire, ça l'empêche pas de rentrer. Oui, ça n'empêche pas d'entrer, bien ce que tu viens de dire. Bah oui, mais il est quand même dans une voiture de merde, il fait rien. Donc ok, il a 2 titres, mais c'est tout. Il a rien d'autre. Et je pense qu'en fait, no offense, Il a parce que vraiment- j'ai il a déjà eu ce vraiment débat carrière, avec il a d'autres deux gens. titres. J'ai déjà eu ce débat avec d'autres gens fans d'Alonso.
j'ai l'impression qu'avec les fans d'Alonso, vous le mettez tellement sur une égérie, sur une place tellement haute en tant que roi que c'est difficile de discuter avec vous sur les performances de Fernando. Je pense qu'il y a deux équipes. Les fans d'Alonso, vous êtes trop sanguins et vous êtes trop omnibulés. Et surtout, les gens qui n'aiment pas Alonso ne l'aiment pas. Ah mais moi j'arrive à être objectif, je l'équipe Ferrari, j'aimais bien Alonso. Honnêtement, si. Le fait que tu sortes, le fait qu'il ait que 2 titres, ça c'est un fait, c'est réel. Mais c'est un manque d'arguments cruel sur la carrière. Mais il a 25 ans de carrière, il a que 2 titres, excuse-moi, il y a un problème. Il a 2 titres, il a eu... Il est dans le top 10 des pilotes qui ont le plus gagné dans l'histoire de la F1. Déjà, au niveau des courses. C'est tout, juste pour ça il doit dans le Hall of Fame. Les stats d'Alonso sont monstrueuses et par sa carrière, 50 victoires, ça mérite un Hall of Fame. 32. Oui, bah voilà. Mais oui, mais 32 victoires, combien de pilotes ont plus de 30 victoires? Bah pas beaucoup. Bah ouais. Voilà, donc pourquoi il mériterait pas d'être dans le Hall of Fame alors qu'il est dans le top 10 des pilotes avec le plus de victoires? Pareil, c'est comment on définit le Hall of Fame. Moi, le Hall of Fame, je le réserve au top du top du top. Ils doivent être. Ça se compte sur les doigts d'une main. Ah, je suis pas d'accord. Ah bah oui, du coup c'est pour ça. Parce que effectivement, je viens d'avoir la réflexion au catch par exemple. Le Hall of Fame, il y a tout le monde, il y a n'importe qui. Des mecs qu'on berce. Mais je trouve que moi ça perd un truc. Et c'est pour ça que c'est toujours de la définition de ce qu'on fait. C'est comme le GOAT tout à l'heure. Pour moi, le Hall of Fame, c'est quelque chose de topissime. C'est la légende, les icônes les plus fortes. Ça se compte sur les doigts d'une main. Et pour moi, Alonso, extraordinaire soit-il, et je l'ai dit tout à l'heure, en plus niveau performance, ça reste un très bon pilote. S'il avait fait les bons choix de carrière, il aurait plus de titres, plus de records battus, plus de statistiques, et il aurait pu accéder pour moi au Hall of Fame de ma définition, qui est le plus grand titre, les plus grands sportifs des sports mécaniques. Mais c'était pas le débat originel, mais je pense que c'est clair. Est-ce que vous comptez aussi d'autres catégories que la F1 ou c'est vraiment j'aime trop le caméraman qui rentre dans le débat. Non, là moi je parlais que de la F1. Bah, du coup, c'est pour moi, c'est là-dessus que ça me posait problème, c'est comment tu définis qui rentre ou pas. Parce que du coup, c'est à l'appréciation de chacun, tu vois. Moi, je définis qui mériterait. Il y a peut-être d'autres pilotes où je définirais qui mériteraient de rentrer aussi, où vous n'êtes pas d'accord, tu vois. Quand tu définis. Alors, ça, si t'as un truc de. C'est leur argument, du coup, quels sont leurs arguments et quelle est la légitimité de la F1 en soi. Oui, c'est les organisateurs, mais du coup, comment tu définis, comment eux, quels vont être les arguments et comment tu vas dire, ok, eux, ils ont des arguments costauds, on peut pas les contredire. Ah non, c'est. Mais c'était pas le débat de base, moi, je juste rebondir sur le truc, c'est pour les proposez vos hot takes en commentaire pour un épisode. Exactement, pour un deuxième épisode. Mais je capte l'idée des numéros. Par exemple, les 44, ça me ferait chier que quelqu'un le prenne. Sans rancune, je t'aime. Je suis d'accord. Trop compliqué, mais je suis d'accord. Ouais, moi, je les laisserais aux pilotes décédés, pour le coup. Moi, je pense que Mercedes devrait être en mode, nous, plus jamais un pilote Mercedes mettra 44. Attends, tu laisserais aux pilotes décider ou décédé? Non, décédé. Pas décidé. Okay. Mais oui, mais puisque moi, on oublie un point important, c'est que aujourd'hui le seul numéro retiré en F1, c'est le 17 par rapport à Jules Bianchi. Et moi, ça me va très bien que ce soit pour des pilotes qui ont marqué, enfin, pas qui ont marqué, c'est horrible de dire ça, qui ont disparu à cause de ça. Senna, à l'époque, il décède, mais le problème, c'est que c'est compliqué de lui retirer le numéro 2 à l'époque. Comment? Le numéro qui avait pas Senna à l'époque. Qui? Senna, à l'époque, quand il décède. 2, ouais. Parce que le champion il avait 0. Ah bah oui, puisque Prost gagne avec Williams et du coup c'était qui le coéquipier de Prost? Non, de Senna en 94. Coulthard, c'est Hill Berger, non? Je sais plus, bref, il prend le 0 parce qu'il pouvait pas prendre le 1 qui était réservé à Prost et vu que c'était l'équipe championne du monde ça faisait 0 et 2. Bref, c'est pas le débat. À l'époque tu peux pas retirer le 2 à Senna parce qu'il est décédé. Alors qu'il y aurait eu la légitimité si c'était à l'époque ils pouvaient choisir leur propre numéro. Aujourd'hui qu'on ait retiré le 17, je trouve ça logique que le numéro de Antoine était retiré en Ligue 2. En F2, ça soit logique. Si aujourd'hui il y a un pilote qui vient décéder en F1, je dis n'importe quoi, un Stroll qui vient décéder en F1, on lui souhaite pas évidemment, on retire le 18, logique. Ouais, ok, non, je suis d'accord. Ok, passionnant. Ouais. Passionnant, j'espère que ça vous a plu. En vrai, il y a trop de débats, là ça m'a lancé trop d'idées de débat pour un épisode 2 ou quoi, ça aurait pu durer des heures. Merci messieurs. Avec plaisir. D'avoir joué le jeu. On va aller se taper. Pas trop fâché, ça va? Non, ça va. On peut continuer notre semaine ensemble? Qui aime bien, châtie bien. On se chamaille tout. Si un épisode 2, je saute dessus, mais... Eh bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like pour que Valentin saute sur Robin. Oh, merci d'avoir ajouté le sur quand même. Ça va. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, le petit j'aime, le commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas quelle caméra regarder. Des gros bisous. Ciao. Ciao. Bisous, au revoir.